concernant les marques. Je suis accompagné entre autres de Anne-Karine Bogilot qui est assise ici, juste devant, blonde, qui est comme moi-même conseiller pour prix industriel, donc spécialiste des problèmes juridiques et qui éventuellement pourra à la volée vous aider à répondre à certaines questions ou en fin de conférence assurer quelques consultations privées et bénévoles dans la limite de quelques minutes par personne, sinon on sera embarqué jusqu'à la fin de la journée. Je voudrais faire un peu votre connaissance, mais on ne pourra pas faire un tour de table de présentation parce que sinon on nous remplirait l'heure, on va passer une heure ensemble en principe. Alors on va le faire un peu collectivement, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous êtes venu chercher à cette conférence qui s'appelle Créer et protéger vos marques, votre marque, je ne sais plus, un atout pour votre réussite, mais il peut y avoir beaucoup d'attentes différentes derrière ce titre, donc je vais essayer de mieux comprendre ce que vous êtes venu chercher en vous posant quelques questions. Y a-t-il parmi vous des gens qui sont venus parce qu'ils cherchent un nom pour leur micro-entreprise et qui ne l'ont pas encore trouvé, si vous voulez lever la main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui, donc petite proportion. Y a-t-il ensuite des gens qui ont un nom déjà, mais qui ont des problèmes juridiques sur ce nom? Si vous voulez bien lever la main. Un monsieur tout seul qui a déjà fait connaissance avec notre CPI. Y a-t-il des gens qui ont déjà un nom, mais qui s'interrogent sur la façon de développer la notoriété ou la puissance de cette marque? Si vous voulez bien lever la main. D'accord. C'est pas tout à fait le cœur du sujet de cette conférence, mais on va essayer quand même d'y répondre. Y a-t-il des étudiants qui viennent se documenter sur le sujet de manière générale, si vous voulez bien lever la main? Ils sont très regroupés, les étudiants. Hein. C'est quelle école? EDC. Pardon? EDC. EDC, c'est l'école des parents. Anciennement. Anciennement, oui, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un d'HEC aussi qui a assisté à un de mes cours et qui devait venir aujourd'hui? Non, je ne vais pas là. Y a-t-il des journalistes dans la salle? Non. Bon. Alors, on va essayer de répondre à ces attentes assez disparates. Je préfère être assez franc avec vous. Pour ceux pour qui le sujet central est le développement commercial de votre marque, je préfère vous dire que ce n'est pas le cœur de cette conférence. Bon, j'essaierai de l'évoquer, mais c'est pas vraiment mon métier, et c'est pas vraiment ça dont je compte parler. Alors on peut l'évoquer incidemment au détour de certains aspects, mais ce n'est pas le sujet central. Donc c'est tout le problème de l'ambiguïté de mon marque, où on met un peu tout dans ce mot. C'est pas le cas dans toutes les langues. En anglais, par exemple, ou en italien, il y a des mots différents. Trademark et brand name, par exemple. En français, c'est le même mot, et donc ça recouvre créer une marque, ça peut vouloir dire aussi bien trouver un nom de marque que développer une enseigne dans un rayonnement international. Bon, je pense que le moyen de se sortir de cette disparité d'attente, c'est, je vais vous faire quelques petits exposés, puis après on va se laisser un peu porter par les questions que vous poserez. Ce sera plus facile. De toute manière, je vous autorise à poser des questions, même avant la fin de notre journée. Il n'y a pas de problème. Alors peut-être que le premier sujet que nous pourrions évoquer, c'est celui de la création du nom pour la dizaine de personnes qui cherchent un nom. Voilà. Nous avons créé une activité. Peut-être ce serait bien de prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un est prêt à me donner son cas en exemple pour qu'on travaille directement dessus? Oui, monsieur. La vente de costumes sur mesure pour hommes. Vente de costumes sur mesure pour hommes. Donc vous travaillez au lancement de cette activité, vous avez fait un business plan, tout ça. Et vous avez trouvé quelques noms, ou pas encore ou... Pardon? Est-ce que vous avez vérifié s'il était libre? Est-ce que vous l'avez déposé? Pas encore. On ne pourra pas le dire. Pour l'instant. Okay. Bon, on va partir de cet exemple. Vente de costumes sur mesure pour hommes, coupé en Chine. Fabriqué en France.
Quel est le plus de cette activité, à votre avis? La rapidité de confection. Oui. Et D'accord. Vous arrivez à des prix compétitifs avec une fabrication française? comparé à d'ailleurs. Oui, d'accord. Ok. Bon, alors on part sur ce cas de figure. Vous montez une entreprise de costumes sur mesure pour hommes, et la vente se fait en grande partie sur Internet, j'imagine? Ah non. Ah. Alors, réseau de distribution? Réseau de distribution, conciergerie d'entreprise. D'accord. D'accord, intéressant. Et une des premières choses, un des premiers actes fondateurs des entrepreneurs que vous êtes tous ici en principe, à part les étudiants, les futurs entrepreneurs, c'est la nomination. D'ailleurs, vous constaterez qu'un projet ne prend corps, en fait, que quand il a une pratique. Tant que vous n'avez pas de nom, vous avez beau faire des business plans, des tas de choses, si c'est pas nommé, c'est un truc fumeux. Et puis, à un moment donné, il y a un nom qui arrive et qu'on arrive à imposer. Alors, on se trouve face à ce cas de figure et on va essayer de baptiser cette activité et que ce nom apporte quelque chose. Alors, quel genre de conseil je pourrais donner et comment on va s'y prendre? Alors d'abord, je donnerai un ou deux principes généraux. Même si le réseau de vente actuellement, dans le cas évoqué, n'est pas Internet, l'arrivée d'Internet a de toute façon tout balayé. Aujourd'hui, à mon avis, ce qui fait la force d'un nom, c'est son unicité. C'est-à-dire qu'il faut chercher un nom suffisamment original, fantaisiste, improbable, pour que vous soyez tout seul. C'est-à-dire qu'on tape ce nom sur Google et on tombe chez vous. Si votre nom, c'est Blog Chic, par exemple, vous allez être pollué par plein de choses. C'est-à-dire qu'en tapant dans un moteur de recherche Blog Chic, il va y avoir plein de réponses, et malgré tous vos efforts de référencement, vous allez avoir du mal à arriver vite, haut dans le référencement. Mais, à contrario, il y a un problème inverse, qui est que, assez souvent sur Internet, il est intéressant d'avoir un nom qui soit naturel, c'est-à-dire que, surtout que vous êtes des startups, tous, plus ou moins, si le nom est très proche de la description de l'activité ou de ce qu'on peut taper pour rechercher cette activité, c'est quand même aussi pas mal. Ces deux choses sont contradictoires. Alors, il faut les gérer cas par cas. Entre s'appeler, je vais prendre des exemples, Google, qui ne dit absolument rien de ce que fait l'activité, c'est un nom totalement, enfin qui a un sens, mais qui est très décalé par rapport à l'activité. C'est un extrême. L'autre extrême, ce serait, je dirais, Vélib, qui est une marque créée par nous d'ailleurs, où on décrit quand même vélo liberté, on voit de quoi on parle. On pourrait même aller jusqu'à vélo libre service, vélolibreservice.com, il y en a plein des comme ça. Alors, ce choix-là est un choix difficile. Je dirais que l'élément que je pourrais vous donner est le suivant, c'est un arbitrage court terme, long terme. Quand vous vous appelez Vélo Liberté, vous allez assez vite avoir des accès parce que les gens vont taper Vélo Liberté ou Vélo Location, Vélo Libre Service, et ils vont arriver chez vous. Parce que le référencement naturel tient compte évidemment du nom aussi. Par contre, vous aurez du mal à capitaliser sur cette marque parce que vous ne pourrez pas vous opposer à ce que les gens s'appellent Libre Service Vélo, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est des noms tellement naturels qu'on ne peut pas défendre fermement la marque quand elle est un peu descriptive. Il se peut même que vous ne puissiez pas la déposer en tant que marque. Vous pourrez la déposer en tant que nom de domaine, mais vous ne pourrez probablement pas la déposer en tant que marque. Si vous allez à l'INPI, qui est l'Office français des marques, que vous connaissez, et que vous cherchez à déposer vélo libre-service pour une activité de vélo en libre-service, cette marque sera rejetée. C'est-à-dire que les examinateurs de l'INPI, et les gens à l'INPI sont payés pour examiner les marques, examiner leur validité dite intrinsèque, ils vont vous dire que c'est une marque descriptive, c'est-à-dire elle décrit une caractéristique essentielle du produit, et donc elle n'est pas déposable. Pour une raison évidente, c'est qu'on ne peut pas déposer ce qui décrit le produit, parce que sinon, comment feraient les autres
pour déposer, pour utiliser, nommer leurs produits. En clair, j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que c'est une chose qui est très peu connue des non-spécialistes, on entend beaucoup de bêtises. On peut déposer des mots existants. On peut appeler un ordinateur pomme. C'est une marque parfaitement valable. On ne peut pas appeler une pomme pomme. Parce que ça, ce n'est pas une marque valable. Parce que sinon, les autres, ils disent qu'ils font quoi? Les autres, ils vendent des pommes. S'ils ne peuvent plus dire pomme, ils ne peuvent plus parler de ce qu'ils vendent. Donc la règle, elle est aussi simple que ça. Une marque ne doit pas être descriptive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas décrire le produit ou une de ses caractéristiques essentielles. Ça, c'est la marque. Cette règle ne s'applique pas au nom de domaine, simplement parce que je pense que les parrains de l'Internet n'ont pas pensé, tout simplement. Ce n'est pas les spécialistes des marques qui n'y ont pas pensé. Donc ils autorisent n'importe quel dépôt, sur réserve qu'ils n'enfreignent pas certains droits, etc. Mais la règle de non-descriptivité, qui est une règle universelle, hein, il n'y a pas que le droit français, il y a tous les droits. Tous les législateurs, beaucoup se sont quand même inspirés des législateurs français, sont arrivés à la même conclusion, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser un nom qui est le mot naturel. On ne peut pas s'approprier le langage. Cette règle ne s'applique pas à Internet. Et donc vous aurez à choisir entre des mots descriptifs. Alors pour revenir à notre exemple, costume sur mesure.com, que vous pourrez déposer en nom de domaine, que vous ne pourrez pas déposer en tant que marque. Et ça, c'est quand même embêtant. Pourquoi c'est embêtant si on a le nom de domaine? Parce que la marque, ça permet quand même une défense très, très puissante de votre nom. La contrefaçon de marque, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un d'utiliser votre nom sans en être propriétaire, qui est une infraction pénale, qui vous autorise à faire, par exemple, saisir des produits par les douanes. Donc vous pouvez parfaitement dire, mais attendez, cette marque est déposée, je le prouve, vous demandez au juge de faire procéder immédiatement à la saisie des produits. L'autre protection, qui est celle des noms de domaine, est beaucoup moins menaçante. Donc c'est bien d'avoir une marque, c'est même, je dirais, un peu essentiel. Bon, avec ça, alors il y a des trucs intermédiaires. Hein. Vous pouvez vous appeler, si je vais dans les exemples que je cité, Price Minister, par exemple, qui n'est pas une marque descriptive, mais qui évoque quand même une chose importante sur le produit. Donc il y a un paramétrage. Je saute plein de petites choses. Je passe à comment créer le nom. Comment faire quand on cherche un nom pour le trouver. Alors, il y a une méthode qui consiste à s'adresser à des cabinets spécialisés, comme le nôtre. Puis une autre méthode qui consiste à chercher tout seul. Vous donner quand même une clé de la méthode. Je peux vous donner la méthode qui ne marche pas, qui est la suivante. Et je vous donnerai après celle qui marche. La méthode qui ne marche pas, ça consiste à dire, je viens me concentrer pour trouver le bon nom. Et puis quand j'ai demandé à mes amis, là, voilà, on essaye, oui, ça c'est pas mal, et 5 de 30 ans, ah oui, non, c'est mieux, tout ça. Ah, ça c'est pas bon. Ok? Donc on va vérifier si c'est libre, et ça ne l'est pas. Et ça ne l'est jamais. Parce qu'évidemment, il y a, je ne sais plus combien, il y a 6000 noms déposés chaque jour dans le monde. 6000. Dans 10 jours, il y a 60 000 noms déposés dans le monde. 60 000 noms, c'est le nombre d'entrées du petit Larousse. Évidemment, ça s'épuise à une vitesse terrible. Donc cette méthode-là n'est pas la bonne. La bonne méthode, c'est quoi? Si on cherche beaucoup de noms, c'est du brainstorming par exemple, et là, on arrive à sortir en 2 heures 200, 300 noms. Puis après, on fait une shortlist, par les franglais, desquels on va sortir, disons, les 7 meilleurs. Et ces 7 meilleurs-là, vous allez les prendre un par un dans l'ordre pour voir lequel est libre. Sur 7, vous avez une chance d'en trouver. Comment on le fait, ce brainstorming? D'où on trouve les noms? Le brainstorming, vous connaissez à peu près les règles. Hein, le principe, c'est bien séparer la création du jugement, c'est-à-dire de ne pas trouver un nom puis discuter s'il est bon tout de suite. Ça, c'est une très mauvaise méthode, c'est trop long. Il faut produire des noms, tac, tac, comme ça. Genre, un toutes les 2 secondes. C'est à peu près le rythme qu'on arrive à atteindre quand on a picolé un peu. Et, ou quand on est entraîné, comme l'équipe de chez nous,
site. Après, au bout d'1 heure et demie, on a une très longue liste, on a mis sur le paperboard, on affiche au mur, on n'élimine pas les mauvais, on s'en fout, on coche les bons. Et puis après, on voit qu'il y en a quelques-uns qui s'imposent, on prend les 7. D'autres façons de créer, on va chercher dans la documentation. Le mieux, c'est butiner. Sur Internet, évidemment. Et on trouve des mots rares. Bon. Il y a plusieurs catégories de mots. Moi, j'aime bien ce que j'appelle la zone grise, c'est-à-dire des mots qui existent et qui ne sont pas très connus et qui donc ne sont pas surexploités. Et on trouve des choses dans la mythologie, on trouve des choses dans les mots un peu rares. Il y a des termes qui sont encore vivants, et il y a aussi évidemment tout le problème de l'internationalité. Bon, vous avez trouvé 7 noms qui vous plaisent. Une chose qui concerne ceux qui créent des marques, comme la marque de costume, mais les autres, ceux qui ont déjà une marque, en dehors des services proprement dit, toutes les marques de produits sont internationales. Enfin, c'est plus des produits purement français. D'où l'importance de ce qu'on appelle chez nous les contrôles linguistiques ou les contrôles sémiotiques ou les contrôles sémantiques. Il reste encore Vous avez trouvé un nom, par exemple costumesurmesure.com. Alors, costumesurmesure.com, c'est franco-français. Sur mesure, ne se dit pas sur mesure en anglais, et costume ne se dit pas costume. Donc, si vous visez une clientèle française, alors dans le cas des conciergeries d'entreprise, c'est possible. Mais dans d'autres cas, évidemment, dès que vous allez sortir des frontières, ça ne va pas marcher. Mais il y a pire. Vous pouvez prendre un nom qui est évocateur, par exemple. Alors, je donne un exemple connu, il y en a plein. Il y a un site anglais qui permet de remplacer un peu les notaires, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a un site de confiance dans lequel on peut garantir des sommes d'argent, etc. Une espèce de nantissement. Le terme qui correspond en gros à un nantissement en anglais, c'est escrow. E-S-C-R-O-W. Alors évidemment, si vous appelez escrow en France pour inspirer confiance, c'est très dur. Bon. Il y en a des dizaines d'exemples comme ça. Hein. Des dizaines. Il y en a plein sur les noms de voitures. Donc, il y a deux choses. Il faut que le nom puisse avoir une portée internationale. Alors, il y a du choix. D'abord, l'international en clair, c'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'anglais. Mais il y a quand même 6000 noms qui sont communs, qui ont des racines communes entre le français et l'anglais. C'est-à-dire 6000 mots, ça commence à académie et ça finit à zoo, qui sont les mêmes en français et en anglais. 6000, c'est énorme. La moitié du vocabulaire anglais, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas d'origine saxonne, mais d'origine gréco-latine. C'est l'influence de la France au Royaume-Uni, vous le savez. Je vous rappelle, la devise du Royaume-Uni est en français. Donc, ayez cette préoccupation internationale à l'esprit. Un nom franco-français, c'est bien, puis dès que vous voulez sortir des frontières, vous vous trimballez un nom terrible, parce que potentiellement ils sont et de plus, il faut que ce nom n'ait pas un sens ridicule dans un des pays majeurs. Alors, il n'est pas question de tester, il y a en gros 6000 langues dans le monde, personne ne teste jamais sur les 6000 langues, ça n'a pas sur 5920 langues, à peu près. Mais il faut tester au minimum sur 5-6 langues majeures, au maximum, les tests linguistiques qu'on fait, au maximum c'est sur 80, mais ça c'est pour des modèles de voitures, un petit peu. Gros investissements. Enfin, tester au moins le français, l'anglais, l'allemand, le japonais, le chinois, mais c'est compliqué en chinois, enfin quelques langues majeures pour ne pas... par exemple, en chinois, ça peut être déterminant. Donc, si vous avez des idéogrammes qui portent des mauvaises évocations en chinois, vous ne vendrez pas. Parce que chez nous, on va dire, oh, c'est un peu bizarre, c'est pas terrible comme nom, mais chez les Chinois, si le nom porte des évocations négatives, on n'achètera pas. Ça a un autre sens. Donc, il faut bien vérifier. Alors ça, comment on fait? Soit vous mobilisez plein de relations, soit vous adressez à un cabinet spécialisé comme Nomen qui le fait. On a un réseau de 500 correspondants et on vérifie dans le monde entier les évocations d'un nom ou d'un logo. Bon, alors on est sur le costume sur mesure, on a trouvé
un nom pas mal. Alors qu'est-ce que moi je proposerais? Je chercherais autour donc d'un mot international et une analogie intéressante. Par exemple, un costume sur mesure, c'est quelque chose qui s'adapte bien. Alors, il y a un mot anglais qui dit un peu ça, qui est bespoke, par exemple. Vous connaissez? Bon. Mais il risque d'y avoir du monde là-dessus. D'autres, on n'est pas les premiers à y avoir pensé. Mais on peut jouer à ce moment-là avec l'orthographe. Ou on prend une analogie de quelque chose d'autre qu'on fait sur mesure, qui n'est pas des vêtements, je ne sais pas. Peut-être. Un costume sur mesure, c'est une œuvre, c'est une création, c'est une forme, c'est une shape en anglais, une morpho en grec. Alors si on prend du grec, on ferait morphis par exemple, quelque chose comme ça peut-être. En changeant d'orthographe, MORFIS. Et puis on va vérifier donc que ce nom ne porte pas d'évocation négative ou n'est pas le nom d'un mouvement terroriste dans un pays majeur. Et oui, ça arrive, hein, ça arrive. Dans les contrôles linguistiques sur les noms de voitures, il y en a 1 sur 10 où on tombe sur un gros pépin. D'ailleurs, vous connaissez des modèles de voitures qui ont des noms ridicules dans certaines langues. Des exemples, mais à chaque fois je me fâche avec les clients, mais enfin. Il y a la voiture de luxe de Toyota, ça s'appelait la MR2 en anglais, en français ça s'appelait MR2. Et donc, c'est pas possible, quoi. Ils ont dû la changer. Donc, on a notre nom, et après, on va prendre le nom de domaine, bien sûr. Alors, si on a de la chance, on prend un nom de domaine, un .com, évidemment, c'est toujours plus pratique, s'il est libre. S'il n'est pas libre et si votre activité majeure n'est pas sur Internet, c'est pas très grave. Vous prenez morphisgroup.com. C'est pas dramatique. Hein. À la rigueur, morphisnet.com, morphisfr, morphis.eu. On a le nom de domaine, on l'a déposé, on a fait le contrôle linguistique. Il faut faire l'identité visuelle. Est-ce que vous conseillez d'abord de faire le dépôt international avant de créer le domaine, ou est-ce qu'on peut faire le domaine et faire le dépôt international? Je dirais de faire les deux en même temps. Le dépôt de marque se fait dans la journée, hein, le nom de domaine se fait dans la minute. Si l'un précède l'autre, vous risquez des fuites quand même. Alors le fait est qu'à partir du moment où vous avez déposé la marque à l'Office des marques françaises ou dans un greffe, vous avez pris date certaine, même pour les autres opérations. Mais enfin, le mieux c'est de faire les deux, hein. Comme ça vous verrouillez la chose. Quand le dépôt de marque ne sera visible que 3 semaines à peu près après le dépôt. Ah, 6 semaines. Bon, 6 semaines en publication, et donc ça vous laisse un certain délai. Oui, madame. Vous voulez parler de l'enveloppe solo peut-être? D'accord. L'enveloppe solo ne fait rien d'autre que de garantir la date. C'est-à-dire vous pouvez vous envoyer une lettre demandée à vous-même sans enveloppe, en prenant le papier en 4, et ça fait la même chose. Ça prouve que vous aviez pensé au nom à cette date. Mais en droit français, qui est un droit écrit, pas un droit common law, ça n'a strictement aucune valeur autre que de vous donner date certaine, mais ça ne vous crée aucun droit sur le nom. Alors, pour être plus concret, vous déposez une enveloppe solo avec un nom. Moi, le lendemain, je vais déposer la marque. Donc, marque. Sauf erreur, c'est moi qui ai la marque. Sauf si mon dépôt est de mauvaise foi. Si j'étais associé à vous à ce moment-là, on dit, bon, voilà, il y a eu des manœuvres frauduleuses, mais ce qui crée le droit, c'est le dépôt en France. Ce n'est pas la date, c'est l'utilisation ou la date de dépôt. Donc, déposer une enveloppe solo pour un nom n'a aucun intérêt, à mon avis. Monsieur. Quel est le meilleur moment, d'après vous, pour trouver ce nom de marque? C'est une fois que le concept est totalement ficelé, ou assez rapidement, quand on commence à faire développer le concept? Moi, j'ai souvent l'impression que c'est le nom de marque qui aide à affiner le concept. Par exemple, quand on a travaillé dans des parfumeurs, il
vous êtes arrivé, ou même, tiens, je pense à des biscuits. On a créé le nom guet-apens, vous connaissez peut-être les biscuits guet-apens, c'est des cookies, donc c'est tendre à l'intérieur, enfin moelleux à l'intérieur et craquant à l'extérieur, donc on a un peu une surprise. Quand on a créé ce nom, le concept lui-même s'est enrichi autour du nom, et la pub maintenant tourne autour de ça. C'est-à-dire que la pub, on voit un type, hop, il est piégé, etc. Je crois que le nom aide à enrichir le concept. Et puis, un projet qui n'a pas de nom a tendance à ne pas exister. Par exemple, si vous cherchez l'investisseur et que vous faites un business plan, le truc n'a pas de nom, on ne sait pas comment en parler. Enfin, le nom, il doit venir assez vite. Et d'ailleurs, si le nom ne vient pas, c'est peut-être signe que le projet n'est pas encore tout à fait mûr. Monsieur ? Y a-t-il un intérêt à lier le nom du créateur au nom de la marque? C'est un grand débat. Quand vous êtes tout petit, qu'en fait vous vendez vous-même, la marque c'est un peu bidon. Quand votre boulanger d'en bas ou votre plombier, moi j'avais un réparateur de télé, un gars sympa qui était en bas de chez moi, qui travaillait bien et tout, il s'appelait Mondial Télé. Bon. Il y avait lui et son père. Bon. Et il s'appelait Mondial Télé. Mais il n'avait pas déposé en plus, il s'en mettait pas, ça ne servait à rien, mais en fait ce qu'on connaissait c'est monsieur Machin et son fils. Quoi. Donc la marque elle ne servait à rien, la vraie marque c'était son nom. Donc tant qu'on est petit, ça ne sert pas à grand chose. Votre boulanger, il peut s'appeler au Fournil, au bonheur du Fournil, ce que vous voulez, mais enfin c'est monsieur Michu qui est là, et c'est lui, et vous avez confiance parce que vous le connaissez. Quand l'affaire grossit, elle n'est plus forcément liée à une personne. Et puis il peut arriver que vous la vendiez. C'est-à-dire que Mondial Télé, il vendra sa boutique, il ne vendra pas son fonds de commerce, parce que son fonds de commerce est lié à lui. Si un jour ça grossit, si vous employez des gens, si vous avez des actionnaires, ben là vous allez pouvoir peut-être vendre. Et là, si ça porte votre nom, c'est embêtant. C'est deux choses l'une. Vous vendez sans votre nom. Ben, on va vous dire, mais attendez, cette boîte, elle s'appelle Darty, je prends un exemple réel. La boîte s'appelle Darty, vous me proposez de l'acheter, mais qu'elle s'appelle plus Darty, alors j'achète quoi? Donc c'est un problème. Mais si vous la vendez avec votre nom, bah, vous appelez Monsieur Darty, puis toute la journée vous êtes emmerdé, on dit Darty, oui, comme oui, comme moi, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est plus moi. Bon. Et il y en a plein comme ça qui souffrent de porter le nom d'une enseigne qui est beaucoup plus connue que eux, évidemment. A fortiori pour les créateurs, Agnès B et autres, qui voient leur nom, alors ça crée des litiges après, parce que les créateurs sont plus d'accord avec ce qui est fait, mais ils ont vendu leur nom. Autre question? Monsieur? Est-ce que le dépôt d'un nom de domaine crée un précédent juridique vis-à-vis d'un dépôt d'une marque qui serait postérieure, justement? Ah, c'est un immense sujet. Vous voulez en dire deux mots, Karine? Oui, bien sûr, un nom de domaine pour constituer une antériorité par rapport à une marque. Oui. Donc, il faut également, nous, lorsqu'on effectue des recherches d'antériorité pour vérifier la disponibilité d'un nom, on regarde également, non seulement parmi les noms de domaine, qui constituent une antériorité, mais également parmi les noms de société, parce qu'une dénomination sociale également qui est inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés constitue une antériorité. Donc, effectivement, faudrait faire, pour vérifier la disponibilité d'un nom, il faut également faire une recherche assez large et ne pas se contenter de vérifier que parmi les marques. Donc c'est-à-dire que vous ne pourriez pas, par exemple, déposer le nom de cette marque si le nom de domaine a une antériorité? Oui, et il faut que le nom de domaine soit actif. D'accord. C'est-à-dire qu'il soit utilisé et qu'on soit dans le même domaine qu'on ait un secteur d'activité identique. Similaire. Il ne faut pas toujours cette notion de risque de confusion, en fait. Il faut peut-être préciser à monsieur, j'arrive, que quand Karine dit vous ne pouvez pas déposer, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ça veut dire, si vous allez à l'INPI et que vous déposez ce que vous voulez, en dehors des critères que j'avais appris intrinsèques tout à l'heure, l'INPI prendra la marque, mais cette marque ne sera pas valable, en fait. Donc faites attention à ça. J'ai souvent entendu dire, mais ma marque, il n'y a pas de problème, l'INPI l'a prise. Mais non, l'INPI l'a prise parce que l'INPI enregistre ce qu'on appelait pour les brevets autrefois SGDG, sans garantie du gouvernement. En France, c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, vous arrivez avec votre marque, vous dites je veux déposer Coca-Cola.
Coca-Cola, on vous dit, ok, déposez le Coca-Cola. Après, les emmerdements commencent. Mais l'employé de l'INPI n'a pas vocation à faire le tri. Ce rôle-là est fait par les conseils en propriété industrielle, dont vous avez deux exemples vivants ici, Karine et moi-même, dont le métier consiste à examiner la situation des marques et à dire, en gros, c'est pas possible, mais allez-y quand même. Effectivement, parce que l'INPI n'effectue en fait aucune recherche d'antériorité, contrairement à certains pays, comme par exemple la Chine, aux États-Unis, lorsque vous déposez un nom, l'office va vous citer les marques antérieures existantes. Et donc, il peut refuser votre marque sur la base d'une autre marque antérieure. C'est ce qu'à l'INPI, vous déposez votre marque, il n'y a aucune vérification qui n'est effectuée. Il vérifie seulement donc au fond, est-ce que votre marque est distinctive? Et également, il peut vous adresser une notification d'irrégularité en ce qui concerne le libellé. Le libellé n'est pas assez précis, ou voilà. Mais l'INPI n'effectue aucune recherche sur les droits antérieurs existants. Donc vous pouvez déposer un peu tout et n'importe quoi, même si ça existe en fait. Karine, il y avait une question en attente. Oui, monsieur, je vous écoute. Monsieur n'a pas le droit à la chaise. C'est par terre. Quand vous dites vérifier que la marque est disponible, on a accès en ligne à la base de données de l'INPI ou pas? Oui, parfaitement. Alors aujourd'hui, les temps ont bien changé par rapport à il y a quelques années. Si vous êtes un peu malin, vous pouvez pratiquement tout avoir gratuitement. C'est-à-dire que les marques françaises et internationales exerçant leur effet en France et les marques communautaires sont en ligne aussi, oui, sont en ligne gratuitement. Ça n'a pas toujours été le cas. Bon. Donc vous tapez INPI et puis vous tapez votre marque. Mais après vous allez avoir des marques identiques, identiques dans les mêmes activités, donc ça c'est un obstacle, il faut voir qui c'est, puis vous avez des marques ressemblantes. Alors est-ce que c'est gênant ou pas? Ça, il faut connaître la jurisprudence et là, il faut s'adresser à des spécialistes. Madame. En fait, moi, j'ai fait un dépôt national et j'ai fait des recherches d'antériorité par justement le site de l'INPI. Donc, je me suis renseignée moi-même, donc en regardant par moi-même, et j'ai aussi dépensé donc de l'argent pour faire une recherche d'antériorité complète, qui finalement m'a amené un résultat qui m'a fait déposer ma marque au niveau national. Mais derrière ça, j'ai quand même eu une opposition. Donc du c'est coup, classique. Qui a examiné les résultats de la recherche d'antériorité complète? Oui, mais l'INPI ne porte pas de jugement de valeur. Après, il faut que quelqu'un lise ce listing et dise ça, c'est gênant. Justement, j'ai vu ça avec l'INPI qui m'a dit que normalement ça devrait être bon, que je ne devrais pas avoir de problème. Alors, quand vous C'est dites la conseillère de l'INPI avec qui j'ai parlé qui m'a dit ça. Donc, alors, ça dépend si vous appelez la conseillère de l'INPI. Soit c'est une permanence organisée par les conseils en propriété industrielle. C'est des séquences qui se succèdent je ne sais pas quel jour, mais le mercredi, des séquences d'1 quart d'heure. Soit c'est l'employé de l'INPI qui n'est absolument pas qualifié à faire ça, qui n'a aucun titre à faire ça, et qui n'en porte pas la responsabilité. Bon, donc là, évidemment... donc, si vous faites ce qu'on appelle la recherche approfondie, qu'il faut faire, mais il faut commencer... En gros, comment je l'avais appelé le costume sur mesure Morphy. Bon, vous tapez Morphy, tel quel d'abord. Après, donc là vous allez sur le site d'INPI, marque, machin. Après vous demandez marque ressemblante, il le fait maintenant, et il va vous sortir des trucs. Puis vous-même, vous soyez un peu imaginatif. Faites PH, faites F, faites Y et I, faites F2E, Morphy, comme ça, bon, faites des essais. Après, demandez une recherche approfondie à l'INPI, ça coûte combien 60 €, merci. La salle est très bien renseignée. C'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. Vous en avez fait beaucoup. Ah, oui, intéressant. 60 € par recherche. On va dire, ça m'a l'air intéressant. Le crowdsourcing est toujours une très bonne source d'information. Faites une recherche approfondie, donc là c'est les ordinateurs de l'INPI qui moulinent et puis qui vous sortent les listings qui font 20 ou 30 pages, et il faut regarder, mais là honnêtement ça c'est un travail de spécialiste, parce que quand vous allez trouver un truc qui s'appelle FORMI, F-O-R-M-I, est-ce que c'est gênant ou pas? Là il faut se baser sur la jurisprudence, il faut regarder le délai, il faut regarder qui c'est, ça c'est un métier. Donc là c'est une des choses où à mon avis il vaut mieux s'adresser à des spécialistes. Et les employés de l'INPI
peuvent pas, ne doivent pas, ils n'ont pas le droit de faire ça, et ils ne sont pas qualifiés pour le faire. C'est dit sur le site. C'est dit sur le site. J'aimerais bien que vous nous parliez de vos recherches successives. Oui, je fais beaucoup de recherches. Quand on fait en fait une recherche sur le site de l'INPI, une recherche qu'on paye, il est bien marqué que ça ne suffit pas et que même si la marque paraît libre, il faut faire une demande d'antériorité faite par un avocat spécialisé ou un cabinet spécialisé, et c'est un conseil qui est noté en rouge. Donc on ne peut pas le rater. Et moi d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches parce que à chaque fois il y avait des marques qui ressemblaient et j'aurais pu avoir des problèmes avec ça. Et quand enfin j'en ai trouvé une qui fonctionnait, enfin apparemment, et ben j'ai quand même donné, là j'ai un avocat qui est en train de faire une recherche, lui de son côté, via son cabinet, qui a un spécialiste en propriété industrielle en fait. Parce que sinon on a toujours un risque. Ouais, mais il faut savoir que c'est un risque aussi qui peut être bénéfique, parce que moi donc j'ai eu cette opposition. Mais derrière ça, après décision de l'INPI, je bénéficie actuellement des droits sur la marque que j'ai déposée. Parce qu'il y a eu des comparaisons qui ont été faites au moment de la décision. Donc là, j'en bénéficie des pleins droits. L'opposition a été rejetée. Voilà, leur opposition a été rejetée. Mais j'ai eu de la chance pour le dépôt national. Est-ce que je l'aurai pour le dépôt international, du coup? Bon, je dirais, de manière générale, il ne faut pas se laisser terroriser par les oppositions. Il faut les regarder, mais par exemple, chaque fois que vous déposez une marque avec plus, par exemple, vous recevez une lettre recommandée de Canal+. Je considère qu'il y a le monopole. Mais si vous, c'est vrai, hein, mais si vous résistez, moi quand j'ai déposé Nomen, pour des activités de conseil d'entreprise, j'ai eu une opposition de Nomex, Dupont de Nemours sur la marque Nomex pour des produits chimiques qui n'ont rien à voir. Bon, j'ai dit que je considérais que ça n'avait rien à voir, et puis ça s'est arrêté là. Donc des fois, ils tentent un peu. Hein. Monsieur. Il y a eu le cas avec Mazda, où il y avait des piles Mazda. Il y a des piles et des voitures. Et donc il y a une jurisprudence, je pense, qui est appliquée. Où ils ont dit que du moment que ce n'était pas le même secteur institutionnel, on avait tous les droits. Ah oui, oui. Bah, ça, c'est une règle générale qu'on appelle le principe de spécialité de la marque. Pour les marques, je dis bien pour les marques, bonjour. Pour les marques, je suis trouvé parce que je pense que je connais la personne qui est en train de rentrer, c'est bien ça? Oui, voilà, pour ce qui concerne les marques, le principe de spécialité s'applique, c'est-à-dire qu'il existe des marques qui sont identiques pour les secteurs différents. Quand vous déposez une marque, vous définissez des classes de dépôt, surtout un libellé de dépôt. Je dépose cette marque pour des costumes. Bon. Finalement, la marque Formi me paraît encore mieux que Morphy, d'ailleurs. On va prendre la marque Formi, ça vous va? Bon, pour le règlement des honoraires, vous verrez. Ah, Forim aussi, FORIM, enfin bon, voilà. Mais il vaudrait peut-être mieux qu'il le dépose maintenant. Oui, comme dit monsieur, vous devriez quitter la salle maintenant et le déposer tout de suite, parce qu'il y a un risque. Je ne peux pas garantir tout le monde ici dans cette salle. Donc, principe de spécialité de la marque, c'est un principe général. Les marques sont pour l'activité pour laquelle vous l'avez déposée. Si vous pouvez déposer pour tout, ça coûte un peu plus cher, mais de toute façon, si vous n'exploitez pas, au bout de 5 ans, on pourra vous attaquer en échéance. C'est-à-dire, vous faites des piles Mazda, puis vous déposez pour les voitures, okay, mais au bout de 5 ans, vous n'avez pas fait de voiture, évidemment, et ben là, on pourra vous attaquer. Ce principe de spécialité ne s'applique pas au nom de domaine. C'est-à-dire que quand vous déposez un nom de domaine, on ne vous demande pas pourquoi vous le déposez. Donc vous déposez domaine.com. Bon, ok, domaine.com. Et du coup, je bloque tous les gens. Alors, je trouve qu'il y a une société de fabrique de riz en Espagne qui s'appelle Domaine. Ben, elle ne peut pas utiliser domaine.com parce que j'ai pris avant, forcément, je suis du métier. Et voilà. J'aurais laissé le domaine.eu. Oui. Je sais qu'avant même la fin de ma recherche d'antériorité, j'ai pris mon domaine, j'ai pris en .com, .eu, .fr, etc. Parce que comme ça évite les mauvaises surprises. Domaine, on a, je ne sais combien, plusieurs dizaines de domaines .es, tous les pays raisonnables qu'on envisageait d'aller. Alors, on avait vérifié, on a créé le nom, on a vérifié qu'il était
qui n'était pas ridicule dans une langue majeure, ou linguistique. On a déposé la marque. Alors, dépôt. On peut déposer la marque française, on peut déposer la marque internationale, on peut déposer la marque communautaire. Il n'y a pas de marque mondiale. Là, ça devient franchement technique. En gros, si vous visez plus que la France, vous pouvez faire un dépôt français, puis après l'étendre dans d'autres pays. Pour certains pays, ça a un coût raisonnable quand ils font partie du protocole de Madrid. Pour d'autres, c'est relativement cher. Vous pouvez tenter également un dépôt communautaire sans même passer par la marque française. L'inconvénient, c'est que si il est rejeté dans un seul des 27 pays de la communauté, la marque communautaire tombe. Pas pour le pays où elle a été objectée, mais pour l'ensemble du pays. Donc là, vous êtes assez démunis et le risque est important. Il est de 27 fois plus important. Donc là, il y a des stratégies fines à jouer. Là, honnêtement, je vous conseille de l'adresser à des spécialistes. Donc, comme on disait tout à l'heure, soit un avocat spécialisé, soit un conseil en propriété industrielle. J'ai une légère préférence pour les conseils en propriété industrielle, pas seulement parce que, nous on a les deux, on a les avocats et les conseils en propriété industrielle. Mais l'avocat, son métier, c'est plutôt de plaider. Le conseil en propriété industrielle, son métier, c'est de gérer, d'analyser et de gérer. Parce qu'après, la marque, il va falloir la gérer, il va falloir la renouveler, etc. Ça, les avocats, c'est pas forcément leur métier. Les marques, il y a des marques de dépôt de 10 ans, 20 ans. Dans 20 ans, vous allez penser, sur votre agenda Outlook, est-ce que vous avez pensé à mettre dans 20 ans le renouvellement de la marque machin? Est-ce que vous aurez toujours le même agenda Outlook dans 20 ans? Ça, c'est pas sûr. Les CPI, c'est leur métier. Oui. Juste une petite précision, effectivement. Lorsque vous déposez une marque à l'INPI, vous bénéficiez d'un droit de priorité de 6 mois pour étendre votre marque à l'international et à l'étranger. C'est-à-dire, si vous déposez aujourd'hui une marque, donc nous sommes le 11 octobre, vous avez jusqu'à 6 mois pour étendre votre marque à l'étranger et bénéficier de la date de votre dépôt français. Donc ça, c'est quand même important parce que ça vous permet de disposer d'une antériorité à partir du 11 octobre, même si vous déposez par exemple le 11 décembre. Donc c'est important. Souvent, les gens ont du mal à comprendre cette idée. Une fois que la marque est déposée dans un des pays de la Convention de Paris, la marque, pendant 6 mois, vous êtes tranquille, on ne pourra pas vous objecter de marque postérieure. Madame, si vous cherchez une place, il y en a encore un petit peu ici. Donc on a déposé les noms de domaine. Alors après, la marque va être publiée. Venez. On va pouvoir tout ça, les instructions. On est à peu près au complet. Quelques semaines après, donc 6 semaines, Karine, après le dépôt, la marque sera publiée, donc là elle sera visible. Alors, si vous avez des problèmes de confidentialité, 2 semaines la publication, Karine, 2 semaines la publication de la marque. Sur Internet, c'est vous. Qu'est-ce que ça fait sur Internet? Ah non, vous parlez des noms de domaine. Non, le dépôt de marque. Oui. Vous déposez aujourd'hui, Oui. ça vise 15 jours. En général, la publication, c'est 6 semaines, parce que s'il y a des notifications, il va y avoir des notifications, des notifications de régularité, on a des notifications, donc 2 semaines, c'est vraiment très très court. Normalement, C'est du vécu? Vous regarderez les marques déposées il y a 2 semaines, c'est déjà tout. On va vérifier, peut-être. C'est facile, hein. Si quelqu'un est connecté sur Internet, vous tapez une fille, vous regardez. C'est comme maintenant au niveau communautaire. Les marques au niveau communautaire, avant c'était long. Maintenant, c'est vrai que le délai est réduit. Donc, c'est même en général pour être sûr que s'il y a des notifications, Dans 2 semaines, ça veut dire que la confidentialité n'est valable que pendant 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, tout le monde saura que vous avez déposé ça. Ah oui, non, vous parlez pas de. D'accord. Ok. C'est-à-dire que. Ah oui. La confidentialité tient 15 jours, effectivement. Et alors, on peut l'évoquer de forme active ou passive.
c'est un excellent moyen d'espionnage industriel, c'est de surveiller les dépôts de marque des gens qui sont dans le même secteur que vous, parce que le libellé du dépôt vous donne plein d'informations sur ce qu'il faut faire. Bon, on a déposé, on a publié maintenant, ça a été mis en ligne. Il va falloir surveiller. Votre marque, c'est quand même votre premier actif, d'une certaine manière. Alors, ça ne vaut rien aujourd'hui. Formi ou Forim, aujourd'hui, ça ne vaut rien du tout. Mais si votre truc marche, la marque, elle seule, est un actif qui a de la valeur. Il a de la valeur à condition qu'il soit défendu. C'est-à-dire que si quelqu'un dépose une marque contrefaisante, vous interveniez. Mais comment vous le savez? Personne ne va prévenir spontanément. Donc il faut mettre en place une surveillance, c'est pas coûteux du tout. Vous mettez en place un système, c'est des ordinateurs qui font ça la nuit, et puis qui vous disent le lendemain matin, bah, attention, il y a quand même un truc qui ressemble beaucoup à votre dépôt de marque. Par exemple, moi je m'appelle Nomen et j'ai reçu une notification, quelqu'un qui avait déposé comment épouser un millionnaire. Qu'est-ce que ça a à voir? Bah, comment il y a O-M-E-N, il y a les mêmes lettres. Donc ça veut dire que l'ordinateur est un peu idiot aussi des fois. Donc il faut faire le tri, mais régulièrement, une fois tous les 3 mois, je reçois quelque chose qui ressemble vraiment. Et là, bon, je décide, ça me gêne ou ça ne me gêne pas, mais si ça me gêne, il faut envoyer une petite lettre recommandée et dire non, désolé. Question? Oui. Non, non, on s'entend bien. La salle n'est pas très grande. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on développe son business. Ça alors. Pardon? Ah oui, bah, l'identité visuelle, oui, oui, bien sûr. On a un nom, mais un nom sans tout seul, comme ça, c'est pas possible. Évidemment, l'habiller. Ça, c'est plus embêtant parce que trouver le nom, à la rigueur, vous pouvez vous débrouiller, mais faire le logo, à moins d'être un professionnel, c'est un peu un métier. Petite question classique qu'on me pose souvent, faut-il déposer le nom avec le logo ou sans le logo? Alors la réponse est très nette. Ce qui compte dans le nom, c'est le nom. Donc il faut déposer le nom sans le logo. Ça, c'est la chose absolue, parce que le logo, ça évolue. Un logo, ça change tous les 5, 6, 7 ans. Si vous déposez avec le logo, ben, 7 ans après, vous allez refaire un nouveau dépôt, mais vous allez perdre votre antériorité, tout ça, c'est absurde. Bon. La priorité, c'est de déposer le nom. Après, faut-il déposer le logo? Ça se discute. Les grands logos sont déposés, les petits ont d'autres protections. C'est pas mal de déposer, mais enfin, on essaye de minimiser les frais. Il y a d'autres protections qui valent pour le logo, il y a le droit d'auteur, tout bêtement. Hein. Là, l'enveloppe solo dont parlait quelqu'un tout à l'heure est valable aussi. Ça prouve que vous l'avez créé, vous l'avez à une certaine date. Et le droit d'auteur vous protège. Inversement, faites attention, si vous faites faire le logo, que l'auteur du logo a le droit d'auteur sur son œuvre, et vous ne pouvez pas modifier le logo sans son accord. Ça peut vite être un problème. Alors, on peut faire un système CD tout droit, mais le droit d'auteur étant d'ordre public, c'est pas nickel. C'est pas nickel. Pardon? Il y a un droit de repentir. Un droit de repentir, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'auteur qui a cédé ses droits, pour un montant X, peut revenir dessus en remboursant la contrepartie pour laquelle il a reçu le montant cédé ses droits. Donc il récupère ses droits. Ça veut dire que l'auteur est quand même très lié à son œuvre, et c'est une menace redoutable. Je l'ai vécu chez certains de mes clients, par le gros firme industriel, que vous connaissez tous, je ne mentionnerai pas, et puis ils voulaient changer le logo, et... Pardon? Le logo Nike. Oui, par exemple, c'était pas Nike en l'occurrence, ils voulaient changer leur logo qu'ils avaient créé il y a 25 ans. Bah, il a fallu retrouver les deux auteurs du logo, et puis ça n'a pas été une mince affaire, ils n'étaient plus en France et tout ça, bon. On les a retrouvés, c'était de papier forcément, 25 ans après, on est allé chercher, on leur a payé le billet d'avion, machin, on leur a dit que vous êtes d'accord, pour qu'on change un peu de ça comme ci et ça comme ça. Bon, ils étaient gentils, c'est bien, mais ils auraient pu faire du chantage aussi. Donc il faut faire attention aux contrats de cession de droit. Oui. Est-ce qu'on peut intégrer une clause du type accord pour modification du logo,
Je pense que oui, mais je voudrais faire valider par Karine, si elle sait. Si les modifications changent complètement le logo, bon, ben, ça, on va considérer que c'est un nouveau logo. Voilà, tout à fait. Maintenant, si c'est effectivement des modifications mineures, à ce moment-là, normalement, il n'a pas le droit de changer, mais vous pouvez insérer la clause. Tout à fait. Ouais, J'ai bien fait de faire venir, Karine. Oui, monsieur. Il vaut mieux faire déposer une marque personnelle ou au plus de l'entreprise? Ah. Ça dépend complètement du contexte. Il y avait une époque, les entrepreneurs déposaient leur marque à titre personnel, indépendamment de l'entreprise. Puis après, au moment où ils cédaient l'entreprise, ils négociaient à part la cession de la marque. Ça finit par énerver les fonds d'investissement. Maintenant, c'est la première chose qu'ils regardent, c'est qui, dans la liste des questions clés des fonds d'investissement, à qui appartient la marque. Et ils n'aiment pas que la marque n'appartienne pas à l'entreprise, parce que c'est quand même un actif de l'entreprise. Ça sert parfois à des préoccupations d'optimisation fiscale. C'est-à-dire que, on l'a vu plusieurs fois, le chef d'entreprise dépose la marque à son nom, puis après la cède à l'entreprise, et du coup il optimise fiscalement. Ça devient une cession de la revue. Enfin, il y a des opérations comme ça, qui n'ont pas un fondement économique. Oui, monsieur. Et justement, on est dans le salon des micro-entreprises, justement avec le statut de l'auto-entrepreneur, parce que la personne physique est aussi une personne morale. Donc, on est à cheval entre les deux, là, vis-à-vis, par exemple, de la marque. L'auto-entrepreneur, par définition, il n'y a qu'une personne. Oui. C'est la même personne qui est l'entreprise et l'individu. Alors, est-ce que la marque est la propriété de la personne physique ou de la personne morale? C'est pas une personne morale, l'auto-entrepreneur. Non. C'est un auto-entrepreneur. Ah bon, les auto-entrepreneurs n'ont pas le droit? Si, évidemment. Ça c'est possible, mais vous pouvez après très bien rajouter un nom prototype. Si vous pouvez le rajouter, mais il sera forcément votre propriété personnelle. D'accord. Alors, autre question générale maintenant, parce qu'on a à peu près fait le tour, on a créé la marque, on l'a déposée, on l'a enregistrée, on l'a logotypée. Alors, comment faire créer le logotype? À moins d'avoir un coup de crayon particulièrement judicieux, habile, il va falloir s'adresser à des professionnels, donc c'est l'éthique. Oui, monsieur. Vous évoquiez le renouvellement de la protection à l'INPI. Oui. Pouvez nous repréciser les périodes, si c'est identique au national, à l'international? Alors, pour la France et pour la plupart des pays, c'est 10 ans. Pour la marque internationale, je crois que c'est 20 ans. On peut faire des dépôts de 20 ans. Enfin, on peut faire 10 ans et 20 ans, on peut faire. Voilà. Et on doit prendre l'initiative du renouvellement, on n'est pas informé de votre marque. D'où l'importance de s'adresser à un professionnel qui est le seul qui peut gérer ce genre de délai. Le coût? Les coûts? Ah, les coûts. Si vous passez par une ANPI, c'est 225 € pour 3 classes. Si vous passez par 3 classes, c'est jusqu'à 3 classes en fait. De 225 € jusqu'à 3 classes, et après il y a des coûts par classe supplémentaires. Et bien sûr, par un cabinet conseil, c'est un peu plus cher, parce qu'il y a les honoraires, mais en fait, on vous aide tout de même également à préparer le libellé, qui est très important, car il détermine l'étendue de la protection de votre marque. Donc il faut vraiment faire très très attention lors de la rédaction du libellé. C'est pour ça que c'est mieux de passer par un conseil. Dans le descriptif qui accompagne... Tout à fait. Je milite pour ça. J'ai été honnête avec vous pour la création, je vous ai donné les moyens de créer sans nous, donc ça veut dire que j'admets que c'est pas assez de nous. Mais pour le libellé du dépôt, quand c'est fait par des particuliers, on voit des dépôts particulièrement mal foutus. Honnêtement, c'est compliqué, c'est pas évident. Et un dépôt mal foutu, vous allez le traîner éternellement, parce que vous ne pouvez pas refaire un nouveau dépôt, vous allez perdre votre antériorité. Donc, vous traînez un dépôt qui est mal fait, qui ne vous protège pas bien. Là, ça vaut vraiment le coup de le remplacer.
Voilà, il est 11h30. Oui, je vous en prie. Oui. 640 € plus par classe. 640 €. Chez les Gimarc. Oui. Merci. Il est 10h. Pardon? Qu'est-ce que c'est que les classes? Les activités humaines ont été découpées en 45 classes et vous devez désigner l'activité et les classes trouvées. Il est 11h30. Je vous remercie de votre attention. Et nous restons, Anne-Karine et moi, à votre disposition pour des précisions éventuelles. Si vous voulez, donc voilà. Je vois que c'est commencé. Merci. Merci.